On y va ? Allez. Bonsoir à tous et merci d'être là. Tout d'abord, juste quelques indications. Il y aura une petite pause lors de cette présentation et on reprendra. Ça nous permet de prendre un petit café, de papoter. Alors, ce soir, vous êtes invités à franchir une frontière invisible, entre le ciel, ce que nous observons, et les questions qui nous habitent. Car ce que nous appelons ovnis ne se limite peut-être pas à des phénomènes lointains, suspendus dans l'obscurité, mais peut-être sont-ils aussi des signes, des formes qui apparaissent là-haut, et qui, d'une certaine manière, nous regardent autant que nous les regardons. Alors la question change. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que nous voyons, mais de comprendre ce que cela éveille en nous. C'est une intuition que formulait déjà Jung. Et si ces apparitions étaient aussi des images symboliques, des reflets de notre monde intérieur, surgissant dans une époque en quête de sens. Car parfois, ce qui semble venir d'ailleurs parle en réalité de ce qui est très près. À travers une lecture post-jungienne, les ovnis cessent d'être uniquement des objets à identifier, ils deviennent des traces à interpréter, des fragments d'imaginaire, de peur, d'espoir, inscrits dans notre manière de comprendre le monde. Un mystère peut-être, mais aussi peut-être un miroir. Et pour expliquer ce territoire incertain entre invisible et visible, nous accueillons aujourd'hui, ce soir, Nathan Fréquin. Nathan Fréquin est docteur en philosophie. Il a récemment soutenu sa thèse intitulée « Histoire de devenir du concept de synchronicité » à l'école pratique des hautes études. Ses recherches portent sur les interactions entre les domaines de la psychologie et de l'ésotérisme, et plus particulièrement sur la pensée de Carl Jung et les approches post-jungiennes. Depuis 3 ans, il co-dirige la Synchronicity Research Group au sein de l'Université d'Essex, en Angleterre. Il est également secrétaire du FRESO, l'association francophone pour l'étude universitaire des courants ésotériques. Et parmi ses travaux, nous pouvons citer son article de Catherine Elise Muller, « Médiumnité et psychologie à la fin du XIXe siècle », publié en 2023 dans la revue Arcana Naturae, ainsi que l'article coécrit avec Jing Chao Zheng, « Synchronicity in Post-Jungian Astrology », A Cosmological Quest, publié en novembre 2025 dans le Journal of Analytical Psychology. Nathan Fréquin, ce soir, il nous invite à regarder autrement. Nathan, c'est à toi. Merci beaucoup, Daniel. Et merci à Dragana, Favre, ainsi qu'aux autres organisateurs du Salon Jungien de m'avoir invité ce soir. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de présenter le fruit de mes recherches sur les ovnis. Je tiens tout de suite à préciser que le titre de ma présentation est en partie trompeur, car je ne parlerai de perspective post-jungienne sur les ovnis qu'après la pause, dans la seconde partie, car ce sujet ne peut évidemment être abordé d'abord, nous être intéressés au positionnement de Jung lui-même sur les ovnis. Et pour comprendre le contexte même des écrits de Jung sur la question, nous devons revenir à l'apparition historique des ovnis et à la croyance aux extraterrestres dans la culture populaire plus vaste. Vous voyez ici le déroulé de ma conférence. Donc partons donc d'abord de ce phénomène ovni. Comment le caractériser ? Comment le situer historiquement ? La première rencontre d'ovnis moderne, marquant le début d'un phénomène de grande ampleur dans la culture populaire, eut lieu le 24 juin 1947 lorsque l'homme d'affaires américain Kenneth Arnold vit 9 objets volants non identifiés depuis son avion privé à côté du mont Rainier dans l'État de Washington. Et quelques jours plus tard, un autre événement décisif eut lieu, le 4 juillet 1947, donc c'est seulement 10 jours plus tard, que des débris d'un objet non identifié furent trouvés à Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique, toujours aux États-Unis. Si l'US Air Force évoque tout d'abord un disque volant,
les autorités américaines annoncèrent finalement qu'il ne s'agissait que d'un ballon à sonde météorologique, donc ils sont revenus sur leur position initiale. Néanmoins, cet événement marqua les esprits et demeure l'une des preuves les plus tangibles de la vie extraterrestre pour les ufologues. Donc cet incident, ainsi que d'autres témoignages d'OVNI qui se sont multipliés après 1947, éveillèrent particulièrement l'intérêt du gouvernement américain. En 1952, le projet Blue Book, visant à déterminer si les ovnis sont une menace pour la sécurité nationale, est mis en place. Et ce projet a aussi pour objectif d'analyser scientifiquement les données relatives aux phénomènes ovnis. Et cet intérêt gouvernemental n'est pas seulement américain. Ici, je vous ai mis un exemple français. En 1977, un groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, fut créé au sein du CNES, donc le Centre national d'études spatiales françaises. Et plus récemment, le débat sur les ovnis fut réouvert par la publication d'un article du New York Times le 16 décembre 2017. Et cet article dévoilait l'existence d'un programme secret mené par le Pentagone afin d'enquêter sur les menaces de sécurité entraînées par les ovnis. L'affaire a eu un retentissement incroyable parce que cet article a été publié en ligne donc sur le site du New York Times avec une vidéo prise par l'armée de l'air américaine montrant clairement la présence d'un ovni, d'une technologie non humaine volant dans les cieux. Donc là, vous avez une photo de cette vidéo. Malheureusement, mes compétences en PowerPoint ne nous ont pas permis de mettre la vidéo en entier, mais je vous invite à la regarder si vous ne la connaissez pas. C'est très facile à trouver sur YouTube. Donc depuis cet événement, les ovnis connaissent un fort regain d'intérêt dans la culture populaire, comme en témoigne notamment la sortie ces dernières années de plusieurs documentaires Netflix sur ce sujet, par exemple Top Secret UFOs Declassified, Encounters ou Investigation Alien. Donc, le phénomène OVNI marqua la culture populaire, les médias, mais initia aussi un changement décisif dans le paysage religieux contemporain, ou plus précisément dans le domaine des nouveaux mouvements religieux. Donc à partir des années 50, il y a plusieurs, on appelle ça des religions à ovnis, qui ont pris forme. Par exemple, l'Etherius Society, qui fut fondée en 1955 par George King. C'est une religion syncrétique qui est centrée sur les contacts que King prétend entretenir avec des intelligences extraterrestres, notamment à travers la médiumnité, le spiritisme. Et ce mouvement religieux existe d'ailleurs toujours aujourd'hui et est très bien implanté en Angleterre. Ensuite, nous avons Heaven's Gate qui fut créé dans les années 1970 par Bonnie Nettles et Marshall Applewhite. Les adhérents de ce groupe croyaient pouvoir devenir des extraterrestres immortels s'ils s'affranchissaient de leur vie humaine. Et malheureusement, ce mouvement est tragiquement connu car le 26 mars 1997, 39 membres de cette secte furent retrouvés morts près de San Diego en Californie suite à un suicide collectif. Et en 1974, c'est peut-être le plus connu de tous ces mouvements, le mouvement raélien débuta en France sous l'impulsion de Claude Vorillon, plus connu sous le nom de Raël. Et d'après les Raéliens, ce sont des extraterrestres, les Elohim, qui ont créé la vie sur Terre grâce à leur technologie avancée. Et toujours très actif, le mouvement est de nos jours particulièrement implanté au Japon, en Corée du Sud, ainsi que dans plusieurs pays africains, mais aussi en Suisse. Il y a toujours une centaine de Raéliens actifs aujourd'hui en Suisse. Et l'émergence de ces nouveaux mouvements religieux, ça reste des mouvements qui comptent peu d'adhérents, mais qui attira néanmoins l'attention des universitaires qui travaillent sur les religions. Ce lien entre religion et ovni est même devenu un champ à part entière des Religious Studies. Et je vous ai mis quelques exemples d'ouvrages collectifs de référence à ce sujet. Donc UFO Religions, dirigé par Christopher Partridge et qui a été publié chez Routledge en 2003. The Handbook of UFO Religions, dirigé par Benjamin Zeller, publié chez Brill en 2021. Ou UFO and Religion Methodological Challenges, dirigé par Avron French, qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira chez Bloomsbury en décembre prochain. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que cette connexion entre religion et ovni n'est pas une découverte du monde universitaire.
Au contraire, elle trouve ses prémices chez un auteur singulier qui n'est autre que Carl Gustav Jung. Il fut le premier à proposer une interprétation générale du lien entre ovni et religiosité. Dans une lettre adressée au journal zurichois Die Weltwoche, Jung dit s'être intéressé aux témoignages d'ovnis depuis 1946, donc avant même qu'on ait connaissance du phénomène à grande échelle aux États-Unis. Et les résultats de ses recherches furent ensuite publiés en 1958 dans un essai intitulé « Un mythe moderne ». Dans cet essai, Jung s'attache à démontrer qu'un processus psychologique cause l'apparition du phénomène ovni. Une certaine détresse émotionnelle serait à l'origine de la situation, ou plus précisément, les visions d'objets volants non identifiés résulteraient d'un processus de dissociation. Donc Jung emprunte cette notion de dissociation à Pierre Janet. Il l'emprunte à Pierre Janet, mais Jung définit la dissociation comme la tendance de certaines parties de la psyché à se détacher de la conscience jusqu'au point de devenir indépendante, de mener une vie autonome. Et contrairement à Janet qui considérait la dissociation comme quelque chose de pathologique, Jung considère qu'il s'agit d'une fonction normale de la psyché. Et la dissociation n'est donc plus réduite à un symptôme de schizophrénie ou d'hystérie comme c'était le cas chez Pierre Janet auparavant. Jung identifie les ovnis à une part de la psyché qui resterait confinée dans le domaine de l'inconscient. Et c'est précisément car cette partie de la psyché n'est pas consciemment acceptée qu'elle prend la forme d'objets extérieurs comme les ovnis. Et la question qui se pose maintenant est qu'est-ce qui peut bien causer ce processus de dissociation chez les témoins d'ovnis? Jung va donner deux raisons qui sont liées et véritablement ancrées dans le contexte de son époque, donc la fin des années 1950, où il écrit, je vous rappelle que le texte a été publié en 1958. Donc ce texte, publié à la fin des années 50, fut écrit 13 ans après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, et 6 ans après seulement l'invention de la première bombe H qui fut testée en 1952. Donc Jung associe cette menace à l'armement nucléaire des soviétiques et ses dangereuses conséquences pour l'Occident. Je le cite, « Les rumeurs visionnaires peuvent certes être provoquées ou accompagnées de toutes circonstances extérieures, mais leur existence repose sur l'essentiel, sur une base émotionnelle, partout présente, et dans le cas qui nous occupe sur une situation psychologique universelle. La base de telles rumeurs est une tension affective issue d'une détresse collective, d'un danger collectif ou d'une nécessité vitale de l'âme. Cette condition est aujourd'hui indubitablement donnée puisque le monde entier souffre de la pression exercée par la politique russe et ses conséquences encore imprévisibles. » Fin de citation. On peut néanmoins se demander si la menace nucléaire était véritablement à cette époque une peur commune à l'ensemble de l'humanité. Par contre, il est évident qu'elle imprégnait le contexte américain et c'est aux États-Unis que la plupart des témoignages d'ovnis sont apparus dans les années 1950. De plus, on peut constater que Jung est complètement immergé lui-même dans le contexte de la guerre froide parce qu'il associe la menace nucléaire aux Russes alors que ce sont les États-Unis qui ont mis en exécution la bombe nucléaire lors des bombardements de 1945 contre le Japon. L'invention de la bombe atomique aurait aussi influencé la manière dont nous concevons, dont nous imaginons les extraterrestres. La menace nucléaire crée un lien entre la destruction de la Terre d'un côté et l'espoir d'être sauvé sur une autre planète de l'autre. Et comme l'a déjà remarqué l'historien des religions Jean-François Mayer, les extraterrestres sont conçus comme des êtres plus sages que les humains dans leur usage de la technologie. Même s'ils sont technologiquement plus avancés que nous, leurs progrès ne vont pas les mener à s'autodétruire comme les humains. Ainsi, les extraterrestres sont parfois associés à la possibilité d'être sauvés de notre usage immature de la technologie.
La deuxième raison de dissociation collective exposée par Jung, donc après cette peur de menace nucléaire, est la question de la surpopulation planétaire. Le sentiment qu'il y a plus de personnes vivant sur Terre que notre planète est capable d'accueillir serait une peur inconsciente largement répandue. Et là, encore une fois, Jung écrit à la fin des années 50, la population planétaire a tellement évolué depuis, donc ça reste toujours d'actualité. Donc dans ce contexte, les ovnis, ces vaisseaux spatiaux pilotés par des êtres supérieurs, évoqueraient la possibilité d'une vie extraterrestre. Cette projection serait une réponse à l'anxiété de la surpopulation planétaire. Donc ces deux motifs de dissociation, la menace nucléaire d'un côté et la surpopulation, rejoignent finalement le même constat apocalyptique. Selon Jung, c'est parce que l'humanité ne peut faire pleinement face à ce risque d'annihilation, de suppression de sa propre existence, qu'apparaissent les ovnis comme des projections psychiques. Néanmoins, l'analyse de Jung ne se limite pas à démontrer qu'un phénomène de dissociation est à l'origine de ces visions d'ovnis. Il souhaite exposer la nature proprement religieuse du phénomène. Ces objets vus dans le ciel seraient des manifestations de l'archétype du soi, du symbole de la totalité qui occupe un rôle central dans toute religion. Donc Jung caractérise la modernité par une baisse de l'attitude religieuse des individus. Pourtant, nous demeurerions malgré nous dans le besoin de récits, de narratifs qui étaient auparavant véhiculés par les religions. La religion était un moyen d'accéder à l'inconscient et les individus modernes doivent lui trouver un substitut comme les ovnis. Jung insiste sur le fait que les ovnis sont souvent de forme ronde ou ressemblent à un disque. Moins fréquemment, ils ont la forme d'un cylindre ou d'un cigare. Et ces formes particulières nous indiqueraient qu'il s'agit d'une manifestation du soi, de l'archétype de la totalité. Jung constate que ces formes, ces images archétypales, apparaissent souvent dans des visions, mais aussi dans les rêves. Et d'ailleurs, dans le texte de Jung, Un mythe moderne, il analyse plusieurs rêves d'ovnis que des patients lui ont rapportés ou qui lui ont été rapportés de seconde main. Donc il s'est beaucoup intéressé à cette question d'analyser ces rêves d'ovnis, donc je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Et je cite Jung à propos de ces formes particulières. Les corps ronds sont des formes telles que l'inconscient en produit dans les rêves, les visions, etc. Dans ce cas, ils doivent être considérés comme des symboles illustrant une idée qui n'a pas été pensée consciemment, qui n'existe que potentiellement, c'est-à-dire sous sa forme virtuelle, dans l'inconscient, et que seule la prise de conscience permettra de saisir. Cependant, une forme reconnaissable n'exprime qu'approximativement le sens qui est en soi inconscient et qui, dans la pratique, doit être compris dans sa totalité grâce à des interprétations complémentaires. Fin de citation. Ces interprétations complémentaires auxquelles se réfère Jung correspondent à la méthode de l'amplification, qui est beaucoup utilisée dans la psychologie analytique. À travers cette méthode, on peut relier la forme sphérique des ovnis à la manifestation archétypale du soi. Et Jung rappelle la proximité donc, entre les ovnis et la forme du mandala, qui est essentielle dans le système jungien, et qui est une autre manifestation de l'archétype du soi, présent aussi bien dans les religions asiatiques que dans le mysticisme médiéval occidental, ou que Jung retrouva lui-même dans les dessins de certains de ses patients. Il soulève aussi un autre point décisif dans son analyse. Jung nous fait comprendre que le rejet de l'existence des ovnis par l'opinion générale et les autorités scientifiques, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, confère à ce phénomène une importance encore plus grande. En effet, comme Jung l'exprimait déjà dans son livre Aion, Études sur la phénoménologie du soi, plus certaines choses sont rejetées par la conscience générale, plus elles sont importantes pour l'inconscient. Et inversement, plus les choses sont acceptées communément par tout le monde, moins elles jouent un rôle important dans l'inconscient collectif. Donc, dans le contexte des visions d'ovnis, c'est parce que l'authenticité du phénomène tend à être rejetée qu'il est capital pour l'inconscient. Jung rappelle que l'archétype du soi est souvent associé à un personnage mythologique, à une personnification de l'union des opposés, de l'homme et de Dieu. Selon lui,
le Christ est la meilleure représentation du soi pour les Occidentaux. Ainsi, il écrit toujours dans Aion, je le cite, « Le Christ est pour nous l'analogie la plus proche du soi et de sa signification. Il s'agit bien entendu d'une valeur collective qui n'est pas reconnue de façon artificielle ou arbitraire, mais qui possède une réalité effective et existant en soi, que le sujet en ait conscience ou non. » Fin de citation. Donc, héritiers du symbolisme chrétien, les Occidentaux associeraient le Christ au soi, qu'ils le veulent ou non, d'une manière ou d'une autre. Et dans d'autres contextes monothéistes, Jung remarque que le soi s'exprime à travers d'autres personnages. Donc Élie dans le judaïsme, Jésus le Christ dans le christianisme, Al-Khider dans l'islam. Et toutes ces représentations, ces figures à la fois humaines et divines, servent de pont, de passage entre le monde terrestre matériel et le royaume céleste spirituel. Néanmoins, Jung remarque que les individus modernes sont de moins en moins attachés à ce type de représentation religieuse du soi. Les prophètes ne sont plus en vogue, ne sont plus à la mode, à moins qu'il s'agisse d'extraterrestres venus de l'espace intersidéral. L'archétype du soi doit se manifester différemment, à travers une mythologie adaptée aux exigences de l'époque. Dans un mythe moderne, Jung écrit, je le cite à nouveau, « Il est assurément caractéristique de notre époque que l'archétype, contrairement à ses configurations antérieures, prenne la forme d'une chose, voire même d'une technique, pour éviter l'indécence que représenterait une personnification mythologique. Car ce qui semble technique est facilement accepté par l'homme moderne. L'idée impopulaire d'une intervention métaphysique devient infiniment plus acceptable si l'on évoque la possibilité d'une navigation spatiale. » Fin de citation. Donc, les archétypes sont des puissances éternelles et immuables qui façonnent la psyché. Par contre, les images archétypales évoluent au cours du temps et en fonction des contextes culturels. Par exemple, Jung remarque que pendant l'Antiquité au Moyen-Âge, on voyait fréquemment des animaux et des monstres dans nos rêves. Or, ces images furent peu à peu remplacées avec l'évolution de la technologie. Nous allons plutôt rêver de voitures ou d'avions, par exemple. Le point décisif ici est la différence que Jung dresse entre le concept d'archétype et celui d'image archétypale, et qui tend souvent à être confondu et mal compris lorsqu'on approche la pensée jungienne, et parmi de nombreux jungiens eux-mêmes souvent. Donc cette distinction est véritablement décisive, car l'archétype n'est jamais accessible en lui-même. Il est toujours caché, inaccessible. L'image archétypale, par contre, est une illustration tangible de l'archétype. L'archétype a besoin de l'image pour arriver jusqu'à la conscience. Et en absorbant des images provenant de la science-fiction et des nouvelles technologies, l'archétype du soi parviendrait à se manifester dans le contexte de notre époque matérialiste et désenchantée. Les ovnis fournissent une narration divine plus crédible que les vieilles histoires de la Bible ou d'autres anciens textes religieux. Les récents progrès de la physique nucléaire, que Jung a pu constater dans la dernière partie de sa vie, lui font dire que les ovnis s'inscrivent dans ce contexte d'une croyance au miracle technologique. La technologie ouvrirait un nouvel espace majeur dans l'inconscient. Et à cet égard, Jung mentionne plusieurs histoires de pilotes d'avion qui ont vu des ovnis lorsqu'ils volaient. Et il explique que l'attention consciente du pilote est exclusivement dirigée vers le contrôle de son appareil et ce qu'il voit en face de lui dans son champ de vision. Pourtant, l'espace que le pilote ne voit pas, donc le ciel qui est derrière lui, remplirait son inconscient. Et une telle situation serait parfaitement propice à l'apparition d'une vision. Les ovnis émergent de cet énorme espace inconscient que l'aviation moderne a ouvert non seulement aux pilotes, mais à l'ensemble de la population. L'inconscient collectif est par ailleurs saturé de l'imaginaire spatial et technologique de la science-fiction. L'historien Alexander Geppert a inventé le terme d'astroculture pour définir ce réservoir d'images, cet imaginaire spatial qui façonne la culture populaire. Et dans l'interprétation mythologique,
c'est cette même astroculture, ce réservoir d'images qui permet l'émergence du phénomène OVNI. Et je tiens maintenant à mentionner une étude qui rejoint le constat de Jung sans pourtant s'y référer. C'est une étude de psychopathologie. Les résultats de cette enquête furent publiés dans un article intitulé UFOs, Abductees and Contactees, Psychopathology and Fantasy Proneness, publié en 1991. Donc, cette étude menée par Robert Bartholomew, Keith Basterfield et George Howard s'intéresse aux dispositions psychologiques des Fantasy Prone Personalities, donc les FPPs, les personnalités enclines à l'imagination. Ils utilisent cette catégorie qui fut d'abord identifiée par Cheryl Wilson et Theodore Barber pour désigner des sujets qui ont tendance à projeter leur imagination sur le monde extérieur sans que ce type de personnalité ne soit pour autant pathologique. Et l'une des conclusions de cette étude est de montrer que l'imagination des Fantasy Prone Personalities évolue en fonction de leur époque et que le phénomène s'illustre très bien avec les témoignages de rencontres avec des ovnis. La technologie devient part intégrante de l'imaginaire contemporain. Et si nous revenons maintenant à la perspective jungienne, on observe que le contexte technologique de l'après-guerre est à la fois la cause et la solution psychologique apportée au problème OVNI. D'un côté, le processus de dissociation qui serait à l'origine des visions d'OVNI émerge en grande partie à cause de la menace nucléaire, qui est une conséquence directe des dernières avancées technologiques. Puis le mythe des ovnis, compris chez Jung comme une manifestation religieuse de l'archétype du soi, doit être un mythe lui aussi technologique pour répondre aux exigences de l'époque. Et avant d'arriver à la postérité de l'analyse de Jung à propos des ovnis, parce que c'était quand même le thème de la conférence que j'avais choisi, qui nous occupera dans la deuxième partie de cette conférence, je souhaite opérer un rapprochement entre le mythe moderne technologique de l'imaginaire spatial et un mythe plus ancien, grec, celui de Prométhée. Dans le récit raconté par Hésiode, le titan Prométhée vole le feu sacré de l'Olympe des dieux pour le donner aux hommes et il sera ensuite châtié par Zeus pour son acte. Et le mythe peut nous faire penser à la technologie et à ses conséquences dramatiques. Depuis que les hommes ont reçu le feu, la technologie évolua de manière exponentielle. Ce mythe prométhéen de l'humanité semble atteindre son paroxysme dans le domaine de la conquête spatiale. Donc ce rapprochement, je m'inspire aussi de quelqu'un qui l'a déjà fait avant, c'est le philosophe et astrologue post-jungien Richard Tarnas, qui voit dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace, j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont vu, de Stanley Kubrick. Donc dans ce film, une illustration frappante de ce mythe technologique prométhéen. Et je le traduis ici. Donc dans la scène d'ouverture, intitulée « L'aube de l'humanité », un primate proto-humain vient juste de faire la découverte de l'usage d'un outil pour la première fois, se servant avec succès d'un grand os comme arme dans une lutte entre la vie et la mort. Dans l'extase de cette découverte, il frappe encore et encore l'os sur un rocher, sur lequel il finit par se fracasser et s'envolant haut dans les airs, se métamorphose au ralenti en satellite, gravitant dans l'espace au tournant du XXIe siècle. À travers ce simple montage, nous voyons l'entière trajectoire prométhéenne, l'alpha et l'oméga de cette libération de l'être humain, des limites de la nature grâce à l'intelligence et la volonté humaine, celle de s'élever et de transcender. Fin de citation. Donc, à travers l'exploration et la conquête spatiale, l'humanité perpétue ce mythe prométhéen auquel nous devons revenir plus en détail. Donc dans le récit d'Hésiode, la punition de Prométhée est la suivante. Zeus l'enchaîne à un rocher, puis chaque nuit il envoie un aigle lui dévorer le foie. Son foie repousse le jour suivant pour être de nouveau dévoré. Ainsi Prométhée est condamné à souffrir éternellement pour son acte, pour avoir donné le feu et la technologie aux hommes. Le titan se libère de la souffrance seulement pour en faire à nouveau l'expérience. Et je pense que cet aspect du mythe permet d'illustrer la relation ambiguë qui subsiste entre les bonnes et les mauvaises conséquences de la technologie. La technologie nous apporte d'un côté du confort, de la croissance, de la civilisation,
mais ses conséquences négatives ne sont jamais assez évaluées. Les bienfaits de la technologie peuvent rapidement se transformer en mal. Et comme dans l'histoire de Prométhée, notre hubris technologique peut être comprise comme un processus incessant de souffrance. Le foie de Prométhée ne repousse chaque jour que pour être de nouveau dévoré. Et la technologie semble contribuer au même cercle vicieux. Et cela nous ramène au contexte des années 1950 et l'émergence des récits d'OVNI. Lorsque Jung a écrit un mythe moderne, l'invention de la bombe atomique illustrait parfaitement cet aspect paradoxal de la technologie. Et le phénomène s'est aussi répété, par exemple, en 2011, lorsque la centrale de Fukushima a explosé au Japon, de nombreux témoignages d'OVNI ont eu lieu à ce moment-là. Et de nos jours, l'humanité, en plus de la menace nucléaire, fait face à d'autres risques d'autodestruction, notamment avec le réchauffement climatique. Et je souhaite faire un petit détour par un exemple. En 1994, et c'est une des histoires les plus connues et les plus incroyables du XXe siècle, 62 élèves de l'Ariel School au Zimbabwe ont vu un objet volant argenté atterrir dans le jardin de leur école pendant la récréation. Plusieurs d'entre eux disent même avoir vécu une rencontre effrayante avec un alien qui serait sorti du vaisseau. Et vous pouvez voir à l'écran 2 dessins réalisés par ces enfants, mais il y en a des dizaines, ils ont tous vu la même chose et tous dessiné la même chose. Un psychiatre de Harvard, John Mack, s'est rendu au Zimbabwe pour interroger les élèves. Et il a notamment remarqué qu'un message écologique revenait dans de nombreux témoignages. L'alien aurait prévenu par télépathie les enfants des risques de destruction que notre technologie humaine fait subir à la planète Terre. Voilà, donc je voulais vous laisser avec cet exemple juste avant la pause et je passerai ensuite à l'influence de Jung sur l'étude des ovnis et du fait religieux et sur les perspectives proprement post-jungiennes qui en découlent. Merci. Donc c'est le moment de la pause, n'hésitez pas. Je reprends ? Ouais, très bien. Donc, dans ce nouveau champ de recherche que j'ai mentionné plus tôt en sciences religieuses, donc dans le domaine des religious studies, sur les ovnis, l'essai de Jung, un mythe moderne, est très souvent mentionné. Les universitaires travaillant sur ce sujet connaissent généralement la base de l'interprétation de Jung, à savoir que les soucoupes volantes seraient des manifestations de l'archétype du soi, qui prend différentes formes en fonction des divers contextes religieux. Cependant, on ne peut établir clairement l'étendue de l'influence de Jung sur les réflexions concernant les ovnis, tant les références à son texte sont fréquentes, aussi bien chez des universitaires que chez des ufologues qui évoluent complètement en dehors du contexte académique. Le lien que Jung a dressé entre soucoupe volante et le besoin religieux d'un nouveau mythe demeure une source continuelle d'inspiration pour ses auteurs. L'interprétation de Jung permet à ses chercheurs d'approcher les visions d'OVNI comme des récits d'expériences authentiquement religieuses. Et je vais me limiter ici à quelques exemples de cette influence de Jung sur des auteurs postérieurs. Je cite et traduis ici le théologien américain Ted Peters, qui écrit dans un article de 1977, je le cite, « Jung a fait une remarque cruciale pour notre analyse, que les ovnis reflètent l'horizon naturaliste et scientifique de notre compréhension moderne des choses. Il pense que les rumeurs de masse à propos des ovnis ne pourraient advenir seulement à notre époque marquée par les Lumières, le rationalisme et la science. La structure universelle et archétypale des ovnis ne peut apparaître que dans une culture non religieuse. Il parle fatalement de nos tentatives désespérées de retrouver la foi chrétienne, car nous ne pouvons revenir à cette vision limitée du monde qui laissait la place à l'intervention métaphysique. » Fin de citation. Dans la lignée de Jung, ce théologien, Ted Peters, associe les ovnis à un besoin religieux insatisfait, propre à notre époque. Ted Peters apporta une contribution majeure en démontrant que les témoignages d'ovnis et le mythe extraterrestre qui leur est associé recouvrent 4 thèmes principaux des structures religieuses classiques, la transcendance,
l'omniscience, la perfection et la rédemption. Donc les extraterrestres incarneraient ces 4 aspects divins grâce à la technologie. Et cette perspective théologique, développée par Peters en 1977, doit beaucoup à Jung, qui est le premier à avoir approché le phénomène ovni à la croisée de la psychologie, de l'expérience religieuse et des exigences technologiques de l'époque de la conquête spatiale. Plus récemment, l'interprétation de Jung a été reprise par le spécialiste du judaïsme David Halperin, qui cherche la présence possible de rencontres avec les ovnis dans le contexte antique du judaïsme. Il approche la vision d'Ézéchiel du chariot divin, donc la Merkava, à travers une perspective jungienne en insistant sur la dimension archétypale du chariot mentionné dans le récit biblique. Ce chariot divin se serait peut-être transformé en image archétypale d'ovni à notre époque. Les travaux de Halperin attestent d'une influence positive du texte de Jung pour l'étude contemporaine des religions. Il reconnaît que Jung est la première personne à avoir ouvert la porte à la reconnaissance du sens religieux des ovnis. Et je vais reprendre une remarque essentielle qu'il a faite dans un de ses livres. À quelques années d'écart de la publication donc, du texte de Jung, Un mythe moderne, de 1958, un autre livre a vu le jour avec un titre assez similaire. Il s'agit du livre de Donald Menzel et Lyle Boyd intitulé The World of Flying Saucers, A Scientific Examination of a Major Myth of the Space Age. Menzel, qui est un astrophysicien réputé, était l'une des voix les plus importantes de l'époque à exprimer son scepticisme face aux ovnis. Il utilise le terme de mythe pour dénoncer le caractère irrationnel et faux de cette superstition. Tandis que Jung utilise le même terme en un sens opposé. Le mythe ne renvoie pas à quelque chose de faux, mais au contraire à une vérité profonde et éternelle. Il faut garder cependant à l'esprit que l'interprétation de Jung comporte une conséquence négative non négligeable, qui est cette tendance à réduire le phénomène ovni à quelque chose de purement psychologique. Si la dimension mythologique exposée par Jung peut mener à reconnaître le caractère authentiquement religieux des ovnis, elle implique aussi le risque d'une psychologisation trop réductrice du phénomène si on l'associe seulement à un processus de dissociation psychique. Malgré tout, Jung resta ouvert à la possible authenticité physique des ovnis. À la fin d'un mythe moderne, il écrit un court chapitre consacré à la question des ovnis en dehors de la perspective psychologique. Il reconnaît par exemple que des ovnis ont été photographiés ou repérés sur des radars et que ces éléments nuancent de fait une interprétation psychologique absolue du phénomène. On peut dès lors se demander si le versant psychologique et le versant physique du phénomène sont mutuellement exclusifs, ou s'il est possible que les ovnis viennent à la fois du psychisme et du monde extérieur. Bien que Jung n'ait pas choisi d'emprunter ce prisme dans son analyse des ovnis, il a reconnu qu'il s'agit d'une voie possible pour appréhender le phénomène. Et au début d'un mythe moderne, Jung suggère 3 hypothèses pour expliquer l'origine des ovnis. Donc, dans le premier cas de figure, les ovnis existent physiquement, indépendamment du psychisme humain. Dans le second cas, un archétype, le soi, se manifeste à travers des visions individuelles et collectives de soucoupes volantes. Donc, cette hypothèse correspond au prisme qui est adopté par Jung au cours de son analyse. Et enfin, il y a un troisième scénario. Des objets non identifiés voleraient effectivement dans les cieux et des visions arriveraient au même moment, à travers un phénomène de coïncidence signifiante que Jung nomme synchronicité. Donc, quelques années auparavant, en 1952, donc 6 ans avant, Jung publia son essai « La synchronicité, principe de relation acausale ». Il définit la synchronicité comme, je le cite, c'est une définition parmi d'autres, la coïncidence d'un état psychique donné et d'un ou de plusieurs événements extérieurs qui offrent un parallélisme de sens avec cet état subjectif du moment. Fin de citation. Donc, appliqué à la question des ovnis, la dimension synchronistique suggère une connexion entre un phénomène physique, objectif, et un mythe psychologique
qui seraient reliés à travers une coïncidence signifiante. Un archétype commun serait à la fois présent dans le monde extérieur et dans la psyché collective, permettant ainsi l'émergence d'un événement synchronistique. En formulant cette triple hypothèse, Jung exprime son incapacité à déterminer si ces objets non identifiés vus dans les cieux existent physiquement. En tant que psychologue, il prétend seulement les analyser comme des phénomènes de vision en suivant l'hypothèse d'une origine psychique. Néanmoins, cela n'implique pas un rejet de l'hypothèse synchronistique. Jung manquait juste de preuves suffisantes pour être assuré de l'existence d'un phénomène physique concomitant. Pour lui, c'est quelques photos les photos d'OVNI ou les présences sur des radars étaient quelque chose de fort, donc ça nuance son interprétation psychologique, mais pour lui, ce n'était pas suffisant pour qu'on puisse véritablement emprunter cette voie synchronistique. David Alperin, que j'ai mentionné plus tôt, affirme que l'essai de Jung, un mythe moderne, cache la véritable position de son auteur. Et Robert Siegel, un autre scientifique des religions et spécialiste de Jung, affirme que le positionnement de Jung demeure confus. Il avance que Jung aurait préféré être lui-même témoin d'un ovni, ce qui lui aurait permis d'être confiant dans l'hypothèse synchronistique, à laquelle il revient d'ailleurs à la fin de son essai, et je cite encore Jung, « La situation psychique de l'humanité d'une part, et les phénomènes des ovnis en tant que réalité physique d'autre part, n'ont pas entre eux de rapports causaux discernables, mais ils semblent coïncider au niveau du sens. Leur lien par le sens provient d'une part d'une projection, et d'autre part des formes rondes et cylindriques qui sont en correspondance avec le sens projeté et qui, depuis des temps immémoriaux, représentent la réunion des contraires. » Fin de citation. Donc vous demandez peut-être maintenant pourquoi j'ai décidé d'intituler cette conférence OVNI perspective post-jungienne. En effet, j'ai pour l'instant davantage parlé de la perspective proprement jungienne et son influence sur différents auteurs, notamment chez des spécialistes des religions. Mais c'est grâce à cette hypothèse synchronistique qu'une approche véritablement post-jungienne des ovnis émerge. Si Jung n'a pas choisi lui-même cette voie d'interprétation, d'autres auteurs l'ont fait après lui. Et donc j'entends ici l'adjectif post-jungien aussi bien dans le sens de l'influence de Jung, mais aussi d'un dépassement par rapport à sa propre position. Je tiens à signaler 2 livres en français qui sont parus exactement 10 ans et 20 ans après l'essai de Jung. Le premier, intitulé « Des signes dans le ciel », écrit par l'écrivain et compositeur Paul Misraki en 1968. Et le second, paru en 1978, est écrit par le sociologue Bertrand Meheu et s'intitule « Science-fiction et soucoupe volante, une réalité mythico-physique ». Je vais d'abord commencer par le livre de Misraki, qui propose une enquête des liens entre OVNI et plusieurs thèmes religieux de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi sur les apparitions de la Vierge dans la ville de Fatima au Portugal par exemple, et bien d'autres thèmes qui deviendront récurrents et centraux dans le champ de recherche des OVNI et des religions. Misraki reconnaît l'apport de l'hypothèse synchronistique évoquée par Jung, ce lien mystérieux entre le mythe d'un côté et la réalité physique de l'autre. Il admet néanmoins que ce genre de connexion est étrange, et explique pourquoi elle a tendance à être rejetée. Je le cite, « En appliquant intégralement les idées de Jung, au lieu de les tronquer, comme le font parfois quelques-uns même de ses disciples, nous en arriverions à voir, dans cette recrudescence du désir de contacter des êtres surhumains, le sentiment obscur de quelque réalité que nous ignorons, ou feignons d'ignorer. Rien n'est plus apte à scandaliser que pareille proposition. L'idée d'une concomitance entre des sentiments qui affleurent notre subconscient et une réalité en marche n'a rien de cartésien. Aussi a-t-on beaucoup reproché à Carl Jung de n'avoir apporté, d'une façon générale, aucune preuve à ses affirmations, d'avoir gratuitement érigé en loi ce qui lui semblait ressortir de ses observations cliniques. » Fin de citation. Misraki, contrairement à Jung, affirme que de nombreuses preuves nous permettent d'attester de cette réalité physique et que l'hypothèse synchronistique doit être privilégiée. Et le sociologue Bertrand Meeux s'inscrit dans la même continuité. Dans son livre « Science-fiction et soucoupe volante », il s'attache à montrer que les ovnis possèdent à la fois un versant psychique et un versant physique.
Il dit lui aussi regretter que Jung n'ait pas eu la chance d'être lui-même témoin d'une soucoupe volante, car un tel événement lui aurait permis d'être assuré sans réserve de l'authenticité physique du phénomène. Donc c'est un thème qui revient souvent. Tous ces auteurs regrettent que Jung n'ait pas vu de soucoupe volante lui-même. C'est très fréquent. Nous pouvons également citer les travaux d'un autre spécialiste français des ovnis, Jacques Vallée, qui s'est intéressé à la fois à la dimension mythologique et à la dimension scientifique des ovnis. Comme l'a déjà remarqué l'historien des religions Jeffrey Kripal, les écrits de Méheu et de Vallée sur les ovnis rejoignent souvent l'idée jungienne qu'un archétype, un facteur de sens, vient s'introduire aussi bien dans le psychisme qu'à travers des événements physiques. Dans la même lignée, Kripal décrit les ovnis comme des événements herméneutiques, des événements significatifs qui participent à la fois du mythologique et du physique. Méheu, Vallée, Kripal sont aujourd'hui parmi les plus grands spécialistes du phénomène ovni et s'inscrivent dans cette tradition post-jungienne qui emprunte la voie de l'interprétation synchronistique pour rendre compte des ovnis. Et par ailleurs, j'aimerais souligner un autre point commun entre la théorie jungienne de la synchronicité et les témoignages et expériences d'ovnis. C'est leur numinosité. Le concept du numineux est une notion centrale dans le système psychologique de Jung. Ce concept, inventé par Rudolf Otto dans son livre Le Sacré, Das Heilige, publié en 1923, est présenté comme une caractéristique de l'expérience religieuse de faire face à un mystère qui est à la fois terrifiant et fascinant. Et chez Jung, le lumineux est non seulement, comme chez Otto, un trait fondamental de l'expérience religieuse, mais c'est aussi une caractéristique des synchronicités. Dans son livre The Lure of the Edge, publié en 2001, l'autrice Brenda Denzler décrit les rencontres avec les ovnis comme des confrontations avec le lumineux. Je la cite, « Les témoins de phénomènes ovnis décrivent souvent leurs expériences comme étant extraordinaires, comme des événements qui changent une vie, employant un langage d'émerveillement, un langage stupéfait, qui est un langage religieux. » Fin de citation. Grâce au concept du lumineux, l'hypothèse synchronistique devient un nouvel argument post-jungien pour établir un lien entre les ovnis et l'analyse des expériences religieuses. Alors que Denzler ne se référait qu'à Rudolf Otto dans son analyse des ovnis, David Alperin, dans son livre Intimate Alien, se réfère lui explicitement au lumineux chez Jung, je le cite. « Ces profondeurs auxquelles on accède à travers des rêves individuels et collectifs, que l'on appelle des mythes, ne sont pas toujours joyeuses et chaleureuses, mais elles sont sacrées ou lumineuses pour reprendre les termes de Jung. Elles sont mystérieuses, transcendantes et en dehors du temps. Lorsqu'un mythe prend une forme visible, lorsqu'il est projeté sur le ciel comme un disque volant ou comme un mandala, dirait Jung, un événement capital émerge qui ressemble à ce que nos ancêtres auraient appelé une vision de Dieu. » Fin de citation. Et ces termes de mystérieux, transcendants et en dehors du temps sont à la fois des caractéristiques des synchronicités et des témoignages de soucoupes volantes. Derrière l'expérience lumineuse se cache toujours un mythe, un centre de signification qui permet l'émergence du sentiment religieux. J'en arrive maintenant à mes quelques conclusions. La conception archétypale des soucoupes volantes, qui fut initiée par Jung, semble provoquer deux types de réactions concernant l'étude des ovnis. D'un côté, elle permet de reconnaître la nature religieuse du phénomène, caractéristique d'un contexte culturel marqué par le matérialisme et le rôle prépondérant de la technologie. D'un autre côté, elle peut servir de justification aux réductions strictement psychologiques du phénomène. Entre ces deux possibilités, une troisième voie s'ouvre, celle de l'hypothèse synchronistique, qui sert de pont entre la religion et la psychologie, qui évite de choisir entre des interprétations exclusivement physiques ou exclusivement psychologiques des ovnis. Cette perspective proprement post-jungienne, développée notamment grâce aux travaux de Paul Misraki, Bertrand Méheu et Jacques Vallée, est peut-être aujourd'hui la voie la plus prometteuse
car elle permet de reconnaître la complexité du phénomène qui ne peut être approché de manière unilatérale et unidisciplinaire. Et ces interprétations post-jungiennes sont très importantes car elles permettent, à mon avis, d'éviter le danger de l'universalisme jungien. Dire qu'Élie, le Christ et Al-Khider ne sont que des représentations différentes d'un même archétype réduit l'importance de ces figures dans leur contexte d'origine. Jung applique son prisme limité, moderne, psychanalytique à d'autres cultures qui n'ont jamais évolué à travers ce prisme. Souhaitant absorber la totalité des phénomènes religieux dans son système, Jung ne cherche pas à les comprendre en eux-mêmes dans leur singularité. Le même problème se pose avec la question des ovnis. En assumant que les soucoupes volantes sont une représentation de l'archétype du soi, Jung ne cherche pas à déchiffrer l'énigme du phénomène ovni. La réponse est déjà toute donnée par l'interprétation psychologique. Or, je pense que les ovnis sont particulièrement dignes d'intérêt car ils peuvent être abordés d'une multitude de manières. En ce sens, l'hypothèse synchronistique rend davantage justice à la complexité du phénomène. Et pour finir, je souhaite vous laisser avec une citation de Jeffrey Kripal que j'aime beaucoup. Je vais vous la dire en anglais puis en français. We cannot begin by assuming what UFOs are. We cannot begin by assuming that they can be reduced to normal physics or normal psychology. Obviously, they cannot be. They are their own thing. Nous ne pouvons prétendre savoir ce que sont les ovnis. Nous ne pouvons prétendre les réduire simplement à la physique ou simplement à la psychologie. De toute évidence, ce ne peut être le cas. Ils sont leur propre chose. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et si vous avez des questions, c'est le moment.